Dans la vie de tous les jours, quand tu dois mesurer quelque chose, tu vas en général donner qu'un seul nombre. Par exemple, 1,2 kg de tomates, 1 litre de lait, un écran de PC de 53,3 cm. Encore que pour la taille des écrans, on dirait plutôt 21 pouces. Mais tu sais peut-être qu'il est impossible d'avoir une précision absolue sur aucune des mesures que l'on va pouvoir réaliser. Il n'y a pas de mesure exacte, on aura toujours une petite imprécision sur la mesure. Et comme il y aura toujours une incertitude sur la mesure, on aura un flou sur la vraie valeur que l'on cherche à mesurer qui pourra se situer dans un intervalle donné. Par exemple, un physicien qui va mesurer une masse ne dira pas qu'il a 1,2 kg, il dira qu'il a 1,20 kg plus ou moins 0,03 kg. De la même manière, si on cherche à mesurer un volume, on dira qu'on a 1,00 litres plus ou moins 0,005 litres. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer la signification de ces nombres et te montrer comment on les trouve à travers un exemple guidé. Comme je viens de te le dire, une mesure, elle n'aura jamais une précision absolue. On va forcément avoir une erreur sur la mesure qui peut avoir plusieurs sources et qu'on peut classer en deux catégories. On va tout d'abord avoir la catégorie des erreurs aléatoires. Prends par exemple quelque chose que tu cherches à mesurer. Toi et un ami, vous utilisez exactement le même instrument de mesure, la même règle. Toi, tu lis que l'objet mesure 102,3 cm. Mais ton amie, elle te certifie que l'objet y fait 102,4 cm. Vous mesurez la même chose avec le même instrument, mais pourtant vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le résultat de la mesure. On peut aussi imaginer que l'objet ne soit pas uniforme, et en fonction de là où tu vas le mesurer, il y aura des petites variations sur ce que tu cherches à mesurer. La deuxième grande catégorie d'erreurs est ce qu'on appelle les erreurs systématiques. Et ces erreurs, elles peuvent principalement provenir d'un défaut de l'appareil de mesure. Imagine toujours notre objet que tu cherches à mesurer. Si tu as une règle qui est mal graduée, peut-être que tu vas mesurer tout le temps des longueurs trop courtes par rapport à la réalité. On peut aussi imaginer d'autres types d'erreurs systématiques. Par exemple, quelqu'un qui fait une mesure mais qui ne note jamais les millimètres. Il aura tendance à minimiser la longueur quoi qu'il arrive. Et du coup, si on représente les mesures successives sur un axe, les mesures soumises à une erreur aléatoire seront réparties dans une zone qu'on va supposer autour de la vraie valeur. De la même manière, si on place des mesures soumises à une erreur systématique, elles seront réparties autour d'une zone légèrement décalée par rapport à la vraie valeur. Et ce qu'on va souhaiter, bien sûr, c'est diminuer la zone dans laquelle peuvent se situer nos mesures en ayant des appareils de mesure bien réglés et bien précis, et bien sûr des utilisateurs précautionneux. Pour rendre compte de la précision qu'on va utiliser pour faire notre mesure, on va utiliser ce qu'on appelle les chiffres significatifs. Alors si tu es au lycée, probablement que tu en as déjà entendu parler, mais on va faire un rapide rappel sur ce que c'est vraiment. Pour un scientifique, noter 1 mètre 1,00 et noter 1 mètre juste avec un 1, ce sont deux choses différentes. Contrairement à la vie quotidienne où les deux zéros n'auront aucune importance, ici ils permettent de passer de un chiffre significatif à 3. On donne l'information qu'on a mesuré la valeur avec davantage de précision. Par exemple ici, noter 1,00, ça nous donne l'information que la mesure est comprise quelque part, n'importe où, entre 0,995 et 1,00499. En revanche, noter 1 mètre avec un seul chiffre, ça nous donne l'information que la mesure, elle peut être n'importe où, entre 0,5 et 1,499. En utilisant trois chiffres significatifs, on améliore donc énormément la précision. Mais attention, il n'est pas question de rajouter des chiffres significatifs comme ça t'arrange d'en mettre par exemple 15. Ça, tu n'as pas le droit. Il faut avoir utilisé un instrument de mesure qui te permet de noter les chiffres significatifs que tu souhaites avoir. Par exemple, si tu as une règle graduée et que tu exprimes la longueur en centimètres, tu pourras t'arrêter au millimètre, tout simplement parce que ta règle n'est pas graduée au-delà des millimètres. Arrivé à cette étape, on a donc mesuré la longueur de notre objet et idéalement on l'a fait plusieurs fois, donc ici 10 fois pour l'exemple. Alors je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo pourquoi c'est important d'avoir fait plusieurs mesures, tu vas voir, tu vas comprendre. Et toutes nos mesures, on les a rangées dans un tableau. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va pouvoir traiter ça pour obtenir les deux nombres qu'on cherchait à avoir au départ? Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est calculer la moyenne. La moyenne, c'est un outil statistique bien connu, et pour la calculer, on peut faire la somme des mesures divisée par le nombre des mesures. Alors ça nous donne un calcul qui n'est pas très compliqué, on n'a que des additions à faire et une division. Mais par contre, tu vois là déjà qu'avec 10 mesures, on a 10 additions à faire, donc il faut pas se tromper, ça peut être assez laborieux. Si par exemple tu avais 100 mesures, ça peut vraiment être quelque chose qui devient très long à faire. Donc, heureusement pour toi, maintenant on a des outils qui te permettent de calculer la moyenne directement. Des tableurs, comme Excel par exemple, ou alors ta calculatrice permettent de calculer des moyennes. Pense bien à vérifier que ton résultat est cohérent. Donc ici, on s'attend à trouver une longueur moyenne qui est quelque part autour de 100 cm, puisque toutes les longueurs sont à peu près dans cet intervalle-là. On trouve une moyenne de 100,4, le résultat est relativement cohérent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreur, mais on minimise notre risque d'avoir fait une erreur en faisant cette vérification.
Alors en statistique, la moyenne c'est très bien, mais on perd en information. On ne sait pas si les mesures sont en général très proches de la moyenne ou au contraire très éloignées de la moyenne. Pour rendre compte de cette information, on va utiliser l'écart type. Alors bien sûr, je te rappelle la formule qui permet de calculer l'écart type, elle est un petit peu compliquée et comme il s'agit d'une vidéo de physique-chimie et non de maths, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication ici. Sache juste que pour l'utiliser, tu dois au préalable avoir calculé la moyenne qui est représentée ici par x. Comme pour la moyenne, on peut faire le calcul à la main, alors ici ça va être un petit peu plus complexe, ou alors directement en utilisant ta calculatrice ou un tableur comme Excel. Pour l'interprétation de l'écart type, plus la valeur elle va être grande, plus la dispersion sera importante autour de la moyenne. Plus l'écart type sera petit, plus au contraire les valeurs seront centrées sur la moyenne. On vient donc de calculer la moyenne et l'écart type, et on peut donc passer à l'incertitude type qui sera la dernière grandeur que tu auras à connaître. L'incertitude type, ça va se calculer à partir de l'écart type et du nombre de mesures. Tu dois bien sûr connaître cette formule. Pour rappel, dans mon jeu de données, la moyenne c'était 100,4 cm, l'écart type c'était 1,84, et si on fait l'application numérique pour calculer l'incertitude type, on trouve 1,2. L'incertitude type aura une unité, l'unité ça sera le centimètre, puisqu'ici on a fait des mesures en centimètres. Souviens-toi, je t'ai dit tout à l'heure qu'augmenter le nombre de mesures, ça va permettre de gagner en précision. On va maintenant regarder ce qui se passe si on a non plus 10 mesures, mais 30. Dans ce jeu de données, on peut refaire le même cheminement. Calculer la moyenne, donc ici 100,5, calculer l'écart type, 2,05, et on en déduit l'incertitude type. Ici, on trouve 0,8 cm. En augmentant le nombre de mesures, on a donc diminué l'incertitude type. On a gagné en précision. On pourrait imaginer faire 100 mesures, 1000 mesures, ou voire même encore plus. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est trouver un compromis entre la précision que tu souhaites et le temps que tu vas y passer. Et pour savoir si la précision que tu as trouvée elle est suffisante, il faut savoir ce que tu veux faire de ton résultat. Est-ce que tu as besoin d'une précision au centimètre? Est-ce que ça te suffit? Ou au contraire, est-ce qu'il te faut une précision au millimètre près? Une fois qu'on a obtenu la moyenne et l'incertitude type, on peut passer à l'écriture de la mesure. On va donner la mesure. Pour ça, on notera la moyenne, donc ici 100,4, le symbole plus ou moins, et enfin l'incertitude type. Alors comme on est en physique, oublie pas de donner l'unité. Donc ici les longueurs étaient mesurées en centimètres, donc tout ça c'est en centimètres. On peut donc dire qu'on a mesuré une longueur de 100,4 plus ou moins 1,2 cm. De la même manière, pour le deuxième jeu de données, on a mesuré une moyenne de 100,5, une incertitude type de 0,8 cm. Donc la longueur est de 100,5 plus ou moins 0,8 cm. L'interprétation qu'on va pouvoir donner de cette écriture de la mesure, elle va se faire grâce à ce qu'on appelle des intervalles de confiance. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la vraie valeur que tu cherches à mesurer, elle a 95% de chances de se trouver dans un intervalle compris entre la moyenne moins l'incertitude type, donc ici 100,4 moins 1,2, et la moyenne plus l'incertitude type, donc ici 100,4 plus 1,2. La valeur qu'on mesure, elle a 95% de chances de se trouver dans un intervalle compris entre 99,2 cm et 101,6 cm. À partir des mesures que tu as réalisées, c'est vraiment tout ce que tu peux dire. Tu ne peux pas affirmer avec certitude que ton objet mesure 100,4 cm. De la même manière avec le deuxième jeu de données, on a 95% de chances que la mesure elle soit située entre 99,7 cm et 101,3 cm. On a amélioré la précision, mais tu vois qu'il y a toujours une incertitude sur la mesure de la longueur.